Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 3. Le navigateur sur les mers du destin. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment mangera-t-on? On nous fait manger des têtes de morue blanches. Mais ça ne remplace pas la bonne soupe aux choux. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, d'où va en boire à tout? On nous donnait boire que de l'eau croupillée. Le beau geron de gouttes, il n'y a pas pour nous. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment dormira-t-on? On nous fait dormir que 2 heures sur 24 et le reste du jour, on nous fout des coups. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, que l'argent gagnera tout. On nous fait travailler et serve saigner l'armée. Les deniers d'argent, on n'en voit pas beaucoup. Après tant et tant d'horribles misères, dis-moi, beau Gaby, répartirais tout. J'étais bien forcé de faire comme mon père. J'espère que non gars ne verra pas comme nous. Chapitre 2. Elric rêva. Il ne rêva pas simplement à la fin de son propre monde,
mais à la fin d'un cycle entier de l'histoire du cosmos. Il rêva qu'il n'était pas seulement Elric de Melniboné, mais d'autres hommes également. Des hommes qui s'étaient voués à quelque cause transcendante qu'eux-mêmes étaient incapables de définir. Et il rêva qu'il avait rêvé du sombre vaisseau, et de Tanlorn, et d'Agak et Gagak pendant qu'il gisait, épuisé sur une grève, quelque part au-delà des frontières du Picaride. Et quand il s'éveilla, un rictus sarcastique aux lèvres, il se félicita d'avoir une imagination aussi fertile en grandes envolées. Mais il ne put entièrement évacuer de son esprit l'impression laissée par ce rêve étrange. Ce rivage n'était pas le même. Il était donc clair que quelque chose lui était arrivé. Peut-être des marchands d'esclaves l'avaient-ils drogué, pour l'abandonner plus tard en s'apercevant qu'il n'était pas ce qu'ils attendaient. Mais non, cette explication ne tenait pas. S'il parvenait à découvrir où il se trouvait, peut-être aussi les faits véritables lui reviendraient-ils en mémoire. C'était l'aube, sans aucun doute. Il se redressa sur son séant et parcourut des yeux les alentours. Il était affalé sur un dallage de calcaire sombre léché par la mer et parcouru de 100 fissures, si profondes que les petits ruisseaux d'une eau salée, sale et écumante qui se précipitaient par cette multitude de chenaux étroits donnaient une voie rauque à une matinée qui, sinon, eût été des plus calmes. Elric se remit péniblement sur pied en prenant appui sur son épée runique dans son fourreau. Ses paupières blanches comme l'os clorent un instant ses yeux pourpres. Il tentait à nouveau de se rappeler les événements qui l'avaient amené ici. Il se souvenait de sa fuite du Picaride, de sa panique, de la léthargie dans laquelle le désespoir l'avait plongé. Il se souvenait de ses rêves. Et, du fait qu'il n'était de toute évidence ni mort ni prisonnier, il pouvait du moins conclure que ses poursuivants avaient en fin de compte renoncé à le traquer, car s'il l'avait trouvé, sans aucun doute, il l'aurait tué. Rouvrant les yeux et les tournant de droite et de gauche, il remarqua que la lumière était d'un bleu insolite. Sans doute était-ce dû à quelque jeu du soleil derrière les nuages gris, et donnait au paysage un aspect sinistre, et à la mer un terne éclat métallique. Les gradins de calcaire qui montaient de la mer et se déployaient au-dessus de lui brillaient par intermittence comme du plomb poli. Pris d'une impulsion subite, il tendit la main vers la lumière et l'examina. Le blanc habituellement sans éclat de sa peau se teintait à présent d'une légère luminosité bleuâtre. Trouvant cela plaisant, il sourit comme un enfant qui s'émerveille innocemment. Il s'était attendu à être fatigué, mais voici qu'il se sentait dans un état d'exceptionnelle fraîcheur, comme s'il avait dormi longtemps, après un bon repas. Renonçant à se poser des questions sur cet heureux et invraisemblable état de choses, il décida d'escalader la falaise dans l'espoir de se faire quelque idée de la configuration des lieux avant de choisir la direction qu'il allait prendre. Le calcaire pouvait être un peu traître, mais il représentait une escalade aisée, car il y avait presque toujours un endroit où un gradin en rencontrait un autre. Il grimpait avec circonspection et d'une allure régulière, ses pieds trouvant de nombreuses anfractuosités où prendre appui. Il lui sembla s'élever très vite d'une hauteur considérable. Pourtant, le milieu du jour était déjà venu lorsqu'il atteignit le sommet, et se retrouva au bord d'un large plateau rocailleux qui partait en pente très raide pour tracer un horizon très rapproché. Au-delà de ce plateau, on ne voyait que le ciel, et dessus, mis à part une herbe clairsemée et brunâtre, il ne poussait pas grand-chose, et il n'y avait nul signe d'occupation humaine. C'est alors seulement que, pour la première fois, Elric remarqua l'absence de toute espèce de faune. Pas un seul oiseau de mer ne volait dans le ciel, pas un insecte ne se faufilait parmi les herbes. Un grand silence pesait sur la plaine brune. Sentant toujours aussi peu la fatigue, Elric décida de faire le meilleur usage possible de cette énergie extraordinaire et d'aller jusqu'au bord du plateau dans l'espoir d'apercevoir, de là, une ville ou un village. Il alla de l'avant sans être affecté par le manque de nourriture et d'eau, et son pas était encore singulièrement vigoureux. Mais il avait mal évalué la distance.
et le soleil avait commencé à se coucher bien avant qu'il eût atteint son but. De tous côtés, le ciel passa à un bleu profond et velouté, et les quelques nuages qui s'y trouvaient prirent aussi une teinte bleue. Et c'est alors que, pour la première fois, Elric se rendit compte que le soleil lui-même n'avait pas sa couleur habituelle, qu'il brûlait d'un feu violâtre, et il se demanda à nouveau s'il rêvait encore. Le terrain se mit à monter en pente raide, et ce n'est pas sans quelque effort qu'il continua son chemin. Mais, avant que le jour eût complètement décliné, il se trouva sur un versant abrupt, en train de descendre vers une large vallée qui, bien que dépourvue d'arbres, abritait une rivière qui serpentait parmi des rochers, de l'herbe rousse et des fougères. Après un bref repas, Elric décida de poursuivre sa route, bien que la nuit fût tombée, et de voir s'il pouvait atteindre la rivière où il pourrait du moins boire, et peut-être, au matin, trouver quelques poissons à manger. Cette fois encore, il n'y eut pas de lune dans le ciel pour éclairer son chemin, et il marcha 2 ou 3 heures dans une obscurité qui était presque totale, se cognant parfois à de gros rochers jusqu'à ce que le sol s'aplanît et qu'il fût sûr d'avoir atteint le fond de la vallée. Il avait maintenant grand soif, et quelque peu faim aussi, mais il se dit qu'il vaudrait peut-être mieux attendre le matin pour chercher la rivière. C'est alors qu'en contournant un rocher particulièrement élevé, il aperçut, non sans surprise, la lumière d'un feu de camp. Il était à espérer que ce fût le feu d'un groupe de commerçants, caravanes marchandes en route vers quelques pays civilisés qui permettraient à Elric de voyager avec eux, peut-être en échange de ses services comme bretteur mercenaire. Ce ne serait pas la première fois, depuis son départ de Melniboné, qu'il gagnerait son pain de cette façon. Pourtant, Elric gardait ses vieux instincts. Il s'approcha du feu avec prudence, et sans se faire voir de personne, il se tint dans les ombres qu'une saillie rocheuse projetait à la lueur des flammes pour observer la quinzaine d'hommes assis ou étendus près du feu, en train de se livrer à quelques jeux où intervenaient des dés et des lamelles d'ivoire numérotées. Bronze, or et argent reflétaient les éclats du feu, tandis que ces hommes misaient de grosses sommes sur la façon dont tombaient les dés, dont se tournait une plaquette d'ivoire. Elric se dit que s'il n'avait pas été aussi absorbé par leur jeu, ces hommes auraient certainement repéré son approche, car finalement, ce n'étaient pas des marchands. À l'évidence, c'étaient des guerriers, d'après le cuir éraflé et le métal cabossé dont ils étaient vêtus, et les armes qu'ils gardaient à portée de la main. Pourtant, ils n'appartenaient à aucune armée, à moins que ce fût une armée de bandits, car ils étaient de toutes races, et, curieusement, semblaient venir de différentes époques de l'histoire des jeunes royaumes. On aurait dit qu'ils avaient pillé la collection de quelques savants, amateurs d'objets anciens. Un porte-hache de la dernière période de la République lormérienne, qui avait pris fin quelques 2 siècles plus tôt, était étendu là, l'épaule contre le coude d'un archer tchalalite d'une période plus ou moins contemporaine de celle d'Elric. Près du tchalalite était assis un petit fantassin ilmiorien, de 100 ans plus tôt. Il avait à côté de lui un filcarien, portant l'accoutrement barbare des premiers âges de cette nation. Tarkésites, Chazariens et Vilmiriens se mêlaient, et la seule chose que tous ces gens avaient en commun à les voir, c'était l'air de scélératesse et d'avidité dont leurs traits étaient empreints. En d'autres circonstances, Elric eût contourné ce campement et passé son chemin. Mais il était tellement heureux de rencontrer des êtres humains, quels qu'ils fussent, qu'il ne fit pas cas des troublantes disparités qui existaient entre ces gens. Néanmoins, il se contenta de continuer à les observer. L'un d'entre eux, moins rébarbatif que les autres, était un corpulent guerrier marin à la barbe noire et à la tête chauve, vêtu des cuirs et des soies que portent sans après les habitants des cités pourpres. C'est lorsque cet homme sortit une roue melnibonéenne, grande pièce d'or qui, à l'encontre de la plupart des pièces, n'était pas frappée, mais taillée par des artisans selon un dessin tout aussi complexe qu'antique, que sa curiosité l'emporta complètement sur sa prudence. Très peu de ces pièces existaient à Melniboné, et aucune, à sa connaissance, hors des frontières,
car elles n'étaient pas utilisées pour le commerce avec les jeunes royaumes. Elles étaient fort prisées, même par la noblesse de Melniboné. Il paraissait à Elric que le guerrier chauve ne pouvait avoir obtenu cette pièce que d'un autre voyageur melnibonéen. Or, il n'y avait à sa connaissance pas d'autre melnibonéen pour partager son goût de l'exploration. Oubliant sa lassitude, il pénétra dans le cercle. Si cette roue n'avait pas absorbé toutes ses pensées, Elric aurait pu trouver quelque plaisir à voir l'alarme soudain provoquée par son apparition. En quelques secondes, la plupart de ces gens furent sur pied, armes dégainées. La roue d'or fut un instant oubliée. Une main sur le pommeau de son épée runique, Elric leva l'autre, paume en avant, en un geste de paix. Excusez mon intrusion, messieurs, mais, soldat comme vous, et fatigué, j'aimerais me joindre à vous. Je voudrais vous demander des renseignements et vous acheter des vivres, si vous en avez en suffisance. Sur pied, ces guerriers avaient davantage encore l'air de scélérats. Ils échangeaient des rictus amusés et non impressionnés par la courtoisie d'Elric. L'un d'eux, qui portait le casque à plumes d'un chef corsaire pantangien, sur une tête à l'avenant, basanée et patibulaire, tendit la tête en avant sur son long cou, et dit d'un ton railleur. « Notre compagnie nous suffit, face blême, et il est peu courant parmi nous d'avoir une affection débordante pour les hommes démons de Melniboné. Moi, mais tu dois être riche. » Elric se souvint de l'animosité manifestée dans les jeunes royaumes à l'égard des Melnibonéens, en particulier parmi les gens de Pantang, qui enviaient à l'île des dragons sa puissance et sa sagesse, et se livraient depuis peu à une grossière imitation de Melniboné. De plus en plus sur ses gardes, Elric dit d'un ton égal. « J'ai un peu d'argent. »« Alors nous allons le prendre, démon !» gronda le Pantangien en présentant une paume sale juste sous le nez d'Elric. « Crache au bassinet et passe ton chemin !» Elric eut un sourire poli et condescendant, comme une plaisanterie médiocre. Le Pantangien, de toute évidence, appréciait davantage qu'Elric son propre humour, car il se mit à rire de bon cœur et quêta des yeux l'approbation de ses compagnons les plus proches. Des rires gras souillèrent la nuit. Le seul à ne pas faire chorus fut le guerrier chauve à la barbe noire, qui fit un pas ou deux en arrière tandis que tous les autres se pressaient en avant. Elric avait le visage du Pantangien tout près du sien. Il respirait son haleine fétide et voyait dans sa barbe et ses cheveux grouiller les poux. Pourtant, il garda son sang-froid et répondit du même ton égal. « Donnez-moi quelque chose de convenable à manger, un peu d'eau à boire, du vin, si vous en avez, et je vous remettrai bien volontiers l'argent que j'ai. » Les rires s'élevèrent à nouveau, puis s'apaisèrent tandis qu'Elric poursuivait. « Mais si votre intention est de me prendre mon argent sans rien me laisser, alors il faudra que je me défende. J'ai une bonne épée. » Le Pantangien fit un effort pour imiter l'ironie d'Elric. « Mais vous remarquerez, messire démon, que nous avons une supériorité numérique sur vous, et considérable. » L'albinos répondit doucement. « J'ai remarqué cet état des choses, en effet, mais peu me chaud. » Et, à l'instant même où il finissait de parler, il avait dégainé la lame noire, car tous s'étaient rués en masse vers lui. Le Pantangien fut le premier à trépasser. Frappé de flanc, les vertèbres tranchées, et Stormbringer, s'étant emparé de sa première âme, se mit à chanter. Ensuite périt un Tchalalite, qui se précipita, la javeline levée pour frapper, sur la pointe de l'épée runique, et Stormbringer susurra de plaisir. Mais c'est seulement lorsqu'elle eut proprement décapité un hallebardier filcarien que l'épée, toute roucoulante, prit véritablement vie, pourvue sur toute sa longueur de noires fulgurations et flamboyant de ces étranges inscriptions runiques. Les guerriers savaient à présent que ce qu'ils combattaient était magie, et faisaient preuve de plus de prudence. Mais ils ne relâchaient guère pour autant leur attaque, et Elric, de botte en parade, de coup d'estoc en coup de taille,
avait besoin de toute la sombre énergie nouvelle que lui transmettait l'épée. Lance, rapière, hache et dague étaient bloqués, blessures infligées et subies. Mais le nombre des morts ne dépassait pas encore celui des vivants lorsqu'Elric se trouva acculé au rocher, avec près d'une douzaine de lames acérées tendues vers ses organes vitaux. C'est à cet instant où Elric n'était plus tout à fait certain de pouvoir venir à bout d'un aussi grand nombre d'adversaires que le guerrier chauve, hache dans une de ses mains gantées, épée dans l'autre, surgit soudain dans la lumière du feu et s'attaqua à ceux de ses compagnons qui étaient le plus près de lui. Je vous remercie, messire, put crier Elric pendant le bref répit que lui accorda ce soudain revirement. Cela lui remonta le moral et il repassa à l'attaque. Le lormyrien fut tranché de la hanche au bassin en esquivant une feinte. Un filcarien, qui n'aurait plus dû être de ce monde depuis 400 ans, tomba en laissant échapper par les lèvres et les narines des flots bouillonnants de sang. Et les cadavres commencèrent à s'entasser les uns sur les autres. Et toujours, Stormbringer chantait son sinistre chant de guerre. Et toujours, l'épée runique transmettait à son maître son énergie, de sorte que, dans chaque mort, Elric puisait la force d'oxyre d'autres soudards. Ceux qui subsistaient commençaient à exprimer le regret de cette attaque inconsidérée. Alors qu'ils n'avaient eu que jurons et menaces à la bouche, ils imploraient à présent miséricorde, et les fiers à bras au rire téméraire de naguère pleuraient maintenant comme des fillettes. Mais Elric, empli de son ancienne ivresse du combat, n'en épargnait aucun. Pendant ce temps, l'homme des villes pourpres, sans le concours d'aucun sortilège, faisait avec hache et épée de la bonne besogne, et réglait leur compte à 3 autres de ses anciens compagnons avec tant de cœur à l'ouvrage qu'il semblait bien en avoir caressé l'envie depuis belle lurette. Yohi, que voilà abattage de grand mérite! Criait-il à travers sa barbe noire. Vint le moment où cette boucherie rondement menée s'acheva soudain. Elric s'aperçut qu'il ne restait plus que lui-même et son nouvel allié qui, appuyé à sa hache, haletait, avec le rictus d'un chien de meute à l'Alali, remettait en place une calotte d'acier sur son crâne dénudé d'où elle était tombée pendant le combat, essuyait d'une manche sanglante la sueur qui emperlait son front et disait d'une voix profonde et joviale. « Eh bien, à présent, c'est nous qui, d'un seul coup, nous trouvons riches. » Elric rengaina une Stormbringer encore peu disposée à regagner son fourreau. « Vous convoitiez leur or. Était-ce la raison pour laquelle vous êtes venu à mon aide ?» Le guerrier à la barbe noire s'exclaffa. « J'avais une dette envers eux, et j'attendais le moment de m'en acquitter. Ces gredins sont tout ce qui reste d'un équipage de pirates, qui massacrèrent tout le monde à bord de mon propre navire lorsque nous nous aventurâmes dans des eaux inconnues. Moi, ils m'auraient trucidé aussi, si je ne leur avais dit que je souhaitais me joindre à eux. Maintenant, je suis vengé. Ce qui ne veut pas dire que je dédaigne de prendre leur or. Il appartient en grande partie à moi-même et à mes frères, et reviendra à leur épouse et à leurs enfants, lorsque je regagnerai les cités pourpres. » Comment avez-vous fait pour les convaincre de ne pas vous tuer aussi ? Demanda Elric en fouillant parmi les vestiges du feu pour trouver quelque chose à manger. Il finit par mettre la main sur du fromage qu'il se mit à mâcher. Ils n'avaient ni capitaine ni timonier, semblait-il. Ce ne sont nullement de vrais marins, mais des caboteurs, dont la base est sur cette île. Échoués ici, ils n'avaient eu recours à la piraterie qu'en désespoir de cause, mais ils avaient bien trop peur pour s'aventurer en haute mer. De plus, après le combat, ils n'avaient plus de bateau. Nous le leur avions coulé. C'est à bord du mien que nous avons atteint ce rivage, mais les vivres commençaient à manquer, et ces gens-là n'avaient nulle envie de gagner le large sans cale bien garnie. Aussi ai-je faim de connaître cette côte. Que les dieux s'emparent de mon âme si je la revois après cette affaire. Je leur ai proposé de les conduire à un village à l'intérieur des terres qu'ils pourraient piller. Ils n'avaient jamais entendu parler d'un tel village, mais me crurent lorsque je leur dis qu'il était caché dans une vallée. C'est ainsi que j'ai prolongé ma vie, tout en attendant l'occasion de me venger d'eux. Fol espoir, j'en conviens. Néanmoins... Il grimaça un sourire.
Il s'est tout compte fait, avéré fondé, n'est-ce pas? L'homme à la barbe noire jeta à Elric un regard quelque peu circonspect, car il ne savait trop ce que pourrait dire l'albinos, tout en espérant des relations de bonne camaraderie, malgré la morgue bien connue des Melnibonéens. Elric n'ignorait pas que toutes ces pensées traversaient l'esprit de sa nouvelle connaissance. Nombreux étaient ceux qui l'avaient vu se livrer à de semblables calculs. Aussi lui adressa-t-il un franc sourire, accompagné d'une claque dans le dos. Vous aussi, vous m'avez sauvé la vie, ami. Nous avons tous deux de la chance. Avec un soupir de soulagement, l'homme mit sa hache en bandoulière dans son dos. Oui, de la chance, c'est bien le mot. Mais la chance va-t-elle continuer à nous sourire? Cela, je me le demande. Vous ne connaissez pas du tout cette île? Ni les eaux non plus. Comment nous sommes arrivés dans ces eaux, je ne puis le deviner. Mais qu'elles soient ensorcelées, cela ne fait aucun doute. Vous avez vu la couleur du ciel? Je l'ai vu. Eh bien. Le marin se pencha pour ôter un pendentif au cou du pantanguien. Vous en savez plus long que moi sur les enchantements et la sorcellerie. Comment êtes-vous parvenu ici, messire le Melnibonéen? Je l'ignore. En fuyant des gens qui me traquaient, je suis arrivé au bord de la mer, et me suis trouvé dans l'impossibilité de continuer à fuir. Puis j'ai énormément rêvé. Lorsque plus tard je me suis réveillé, j'étais de nouveau sur le rivage, mais c'était celui de cette île. Des esprits de quelque espèce, bien disposés peut-être à votre égard, vous auront, pour votre sécurité, emporté loin de vos ennemis. Il se peut, oui, acquiesça Elric, car nous avons beaucoup d'alliés parmi les élémentaires. Je m'appelle Elric, et suis en exil volontaire loin de Melniboné. Le motif de mes voyages est que je pense avoir quelque chose à apprendre des habitants des jeunes royaumes. Je ne possède aucun pouvoir, à part ce que vous voyez. L'homme à la barbe noire plissa les yeux pour le jauger, tout en se désignant du pouce. Moi, je suis Smyorgan Tête Chauve, un des seigneurs de la mer des cités pourpres. J'avais sous mes ordres une flotte de navires marchands. Peut-être est-ce encore le cas. Je ne le saurai pas avant mon retour, si jamais je rentre. Alors, mettons en commun nos connaissances et nos ressources, Smyorgan Tête Chauve, et cherchons ensemble un moyen de quitter cette île dès que possible. Elric revint à l'endroit où des vestiges du jeu délaissés, piétinés, gisaient dans la boue et le sang. Parmi les dés et les plaquettes d'ivoire, les pièces de bronze et d'argent, il trouva la roue d'or melnibonéenne. Il la ramassa et la plaça sur sa paume étendue. Elle en couvrait presque toute la surface. Aux temps anciens, c'était la monnaie des rois. C'était à vous, ami? Demanda-t-il à Smyorgan. Smyorgan, tête chauve, encore penché sur le pantanguien à la recherche de ses biens volés, releva la tête et fit un signe d'acquiescement. Si fait, messire. Vous en voulez dans votre part du butin? Elric haussa les épaules. Je voudrais surtout savoir d'où vient cette pièce. Qui vous l'a donnée? Elle n'a pas été volée. C'est donc une pièce melnibonéenne alors? Exact. Je l'avais deviné. De qui la tenez-vous? Smyorgan se redressa, la fouille terminée, et gratta une blessure superficielle qu'il avait à l'avant-bras. Quelqu'un l'a utilisée pour payer sa traversée à notre bord, avant que nous nous perdions, avant l'attaque des pillards. Un passager? Un melnibonéen? Il se peut, oui, répondit Smyorgan, apparemment peu désireux de creuser cette question. Était-ce un guerrier? Smyorgan sourit dans sa barbe. Non, c'est une femme qui m'a donné cela. Comment a-t-elle été amenée à monter à votre bord? Smyorgan s'était mis à ramasser le reste de l'argent. C'est une longue histoire, qui est, en partie du moins, familière aux gens de la marine marchande. Nous cherchions de nouveaux débouchés pour nos marchandises et avions armé une flotte considérable, placée sous mon commandement, car j'étais le principal actionnaire.
Il s'assit sans façon sur le volumineux cadavre du Tchalalit et se mit à compter l'argent. Aimeriez-vous entendre cette histoire, ou est-ce que déjà je vous ennuie? Non, 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 faites, je l'écouterai avec plaisir. Tendant le bras derrière lui, Smyorgan prit une gourde à la ceinture du mort et la proposa à Elric. Celui-ci l'accepta et but avec modération d'un vin qui s'avéra d'une qualité exceptionnelle. Lorsqu'il eut terminé, Smyorgan reprit la gourde et dit: Cela faisait partie de notre cargaison. Nous en étions fiers. Un bon cru, hein? Excellent, il est vrai. Ainsi donc, vous êtes parti des cités pourpres. Si fait, vers l'est, en direction des royaumes inconnus. Nous sommes restés cap plein est une quinzaine de jours, passant en vue de côtes qui étaient parmi les plus désolées que j'ai jamais vues. Puis, pendant une autre semaine, nous n'avons pas aperçu la terre du tout. C'est alors que nous avons pénétré dans des eaux que nous en sommes venus à appeler les rochers rugissants, semblables aux dents du serpent au large de la côte de Chazar, mais de plus grande taille et couvrant une plus vaste étendue. D'immenses rochers volcaniques qui surgissaient de la mer de tous côtés et autour desquels les flots s'enflaient et bouillonnaient et hurlaient avec une fureur dont j'ai rarement été témoin. Bref, notre flotte se trouva dispersée, et 4 navires au moins périrent sur ces rochers. Et lorsque, enfin, nous pûmes échapper à ces eaux maudites, ce fut pour nous trouver encalminés et isolés. Après avoir cherché quelque temps les autres navires, nous décidâmes de nous donner une semaine encore avant de regagner notre port d'attache, car nous n'avions nulle envie de nous retourner parmi les rochers rugissants. Les provisions baissaient lorsque nous aperçûmes enfin la terre, les falaises herbues et des plages hospitalières, et à l'intérieur des terres des signes de culture. Nous sûmes donc que nous avions retrouvé la civilisation. Nous entrâmes dans un petit port de pêche et rassurâmes les indigènes, qui ne parlaient aucune langue en usage dans les jeunes royaumes, sur nos intentions pacifiques. Et c'est alors que cette femme nous aborda. La Melnibonéenne? Si tant est qu'elle fût Melnibonéenne. Elle avait de l'allure, je dois dire. Nous étions à court de vivres, je vous l'ai dit, et n'avions guère de moyens d'en acheter, car les pêcheurs ne trouvaient pas grand-chose à leur convenance parmi nos marchandises. Ayant renoncé à notre dessein d'origine, nous nous contentions de retourner vers l'ouest. Et la femme? Elle souhaitait prendre passage pour les jeunes royaumes, et il lui agréait d'aller à notre bord jusqu'à Méni, notre port d'attache. Pour prix de la traversée, elle nous donna 2 de ses roues. Nous en avons utilisé une pour acheter des vivres dans cette ville. Graguine, je crois, tel en était le nom. Et, après les réparations nécessaires, nous avons repris la mer. Vous n'avez jamais atteint les cités pourpres? Non. Ce furent à nouveau des tempêtes, d'étranges tempêtes. Nos instruments étaient inefficaces, notre pierre magnétique ne nous était d'aucun secours. Nous nous retrouvâmes plus perdus que jamais. Certains de mes hommes soutenaient que nous étions complètement sortis des limites de notre propre monde. Certains accusaient la femme, disant que c'était une sorcière et qu'elle n'avait aucune intention de se rendre à Méni. Mais j'avais confiance en elle. La nuit tomba et sembla durer éternellement. Enfin, nous pénétrâmes dans une aube calme sous un ciel bleu. Mes hommes étaient au bord de la panique, et il en faut de beaucoup pour que mes hommes cèdent à la panique. Lorsque nous aperçûmes cette île, nous nous dirigions vers elle lorsque ces pirates nous attaquèrent à bord d'un vaisseau digne d'un musée historique. Il aurait dû être depuis longtemps au fond de l'océan, plutôt qu'à sa surface. J'ai vu de telles embarcations représentées dans les fresques d'un temple à Tarkesh. En nous éperonnant, ils enfoncèrent la moitié du flanc tribord, de sorte que leur navire coulait alors même qu'il envahissait le nôtre. C'étaient des brutes féroces, aux abois, Elric, à demi mortes de faim et assoiffées de sang. Malgré la lassitude due à nos pérégrinations, nous nous sommes bien battus. Pendant le combat, la femme disparut. Peut-être mit-elle fin à ses jours quand elle vit de quelle trempe étaient nos vainqueurs. Après une longue bataille, il ne resta plus que moi et un autre survivant, qui mourut peu après. C'est alors que je décidai de jouer au plus fin et d'attendre l'heure de la revanche.
Cette femme avait-elle un nom? Si elle en avait un, elle n'a pas voulu le dire. J'ai réfléchi à cette affaire, et je soupçonne que, tout compte fait, elle se soit servie de nous. Peut-être n'était-ce pas Ménie et les jeunes royaumes qu'elle cherchait à atteindre. Peut-être était-ce ce monde-ci, et nous y a-t-elle conduit par sorcellerie. Ce monde-ci? Vous pensez donc qu'il est différent du nôtre? Bon, ne serait-ce qu'à cause de l'étrange couleur du soleil. Vous n'êtes pas de cet avis, vous aussi? Vous qui possédez la science melnibonéenne de ce genre de choses, vous devez y croire, non? J'ai rêvé de telles choses, reconnut Elric sans vouloir en dire davantage. La plupart des pirates pensaient comme moi. Ils appartenaient à toutes les époques de l'histoire des jeunes royaumes. J'ai du moins pu découvrir cela. Certains étaient originaires des toutes premières années de l'ère de ceux-ci, d'autres de notre propre temps. Certains même semblaient venir de l'avenir. Des aventuriers pour la plupart, qui, à tel ou tel moment de leur vie, s'étaient mis en quête d'un pays légendaire, aux richesses immenses, situé au-delà d'une antique porte qui se dresse au milieu de l'océan. Mais ils s'étaient trouvés pris au piège ici, sans pouvoir faire retour par la mystérieuse porte. D'autres avaient pris part à des combats navals, s'étaient crus noyés, et s'étaient éveillés sur les rivages de cette île. Nombre d'entre eux, j'imagine, avaient eu jadis leur part de vertu. Mais comme on ne trouve pas grand-chose pour vivre sur l'île, ils étaient, pour subsister, devenus des loups les uns pour les autres, et pour les malheureux dont, par inadvertance, le navire franchissait cette fameuse porte. Elric, à qui revenait en mémoire une partie de son rêve, demanda. Y en avait-il qui l'appelaient la porte pourpre? Si fait, messire, si fait. Plusieurs l'appelaient ainsi. Et pourtant, si vous voulez bien me pardonner mon scepticisme, cette théorie est peu plausible. Moi qui ai franchi la porte d'ombre pour aller à Améron. Vous connaissez l'existence d'autres mondes alors? Je n'ai jamais entendu parler de celui-ci, et je suis versé dans les questions de ce genre. C'est pourquoi je mets en doute ce raisonnement. Toutefois, il y a eu ce songe. Un songe? Oh, vraiment rien. J'ai l'habitude de tels rêves, et je n'y attache pas trop d'importance. Cette théorie ne saurait sembler surprenante à un Melnibonéen. Elric. Fit Smyorgan, la bouche à nouveau fendue d'un large sourire. C'est moi qui devrais être sceptique, et non vous. Et Elric répondit, s'adressant autant à lui-même qu'à son interlocuteur. J'en redoute peut-être davantage les implications. Il releva la tête et, avec la hampe d'une lance brisée, se mit à tisonner le feu. Certains antiques sorciers de Melniboné ont émis l'hypothèse d'un nombre infini de mondes coexistant avec le nôtre. Et, de fait, c'est là ce que, ces derniers temps, mes songes laissent entendre. Il eut un sourire forcé. Mais je ne puis me permettre d'attacher foi à de telles choses, et c'est pourquoi je les rejette. Attendez l'aube, rétorqua Smyorgan tête chauve. La couleur du soleil apportera la preuve de la théorie. Peut-être prouvera-t-elle seulement que nous rêvons tous deux, dit Elric. L'odeur de la mort assaillait avec force ses narines. Il poussa de côté les cadavres les plus proches du feu et s'installa pour dormir. Smyorgan tête chauve avait entonné un chant plein de vigueur, mais non sans rythme mélodieux, dans son propre dialecte, qu'Elric ne pouvait guère comprendre. Est-ce votre victoire sur vos ennemis que vous chantez? Demanda l'albinos. Smyorgan se tut un instant, avec un demi-sourire. Non, messire Elric, je chante pour tenir les ombres à distance. Après tout, ces gaillards sont morts depuis si peu de temps que leurs fantômes doivent encore rôder alentour. Ne craignez rien, lui dit Elric. Leur âme a déjà été dévorée. Mais Smyorgan continua à chanter, d'une voix plus forte et avec plus de ferveur encore que jamais. Juste avant de s'endormir, Elric eut l'impression d'entendre un cheval hennir. Il songea à demander à Smyorgan si, parmi les pirates, il s'en trouvait qui eussent une monture. Mais il sombra dans le sommeil,
avant de pouvoir le faire. Quand tout sera le bas sur le vent de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment mangera tout? On nous fait manger des têtes de morue blanche, mais ça ne remplace pas la bonne soupe aux choux. Quand tout sera le bas sur le vent de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, tout va en boire à tout. On nous donnait boire que de l'eau croupillée, le beau geron de gouttes, il n'y a pas pour nous. Quand tout sera le bas sur le vent de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment dormira-t-on? On nous fait dormir que 2 heures sur 24, et le reste du jour, on nous fout des coups. Quand tout